Bon matin tout le monde, bienvenue à Secours 12. Donc, je vous rappelle en partant qu'aujourd'hui c'est la remise de votre travail 2, comme ça ce sera réglé pour les travaux cette session-ci. Il ne restera vraiment plus que l'examen qui inclura donc évidemment le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine sur la diversité sexuelle. Donc, le mouvement pour la reconnaissance des droits des gays et des transgenres par la suite. J'aborderai ça la semaine prochaine. Le cours aujourd'hui, j'ai décidé de faire un format un petit peu différent, c'est-à-dire que j'avais monté mon cours au grand complet. Et quand j'ai fait les recherches pour monter le prédi, le support visuel, bien j'ai trouvé sur YouTube une vidéo d'un collègue historien qui est enseignant à l'UQTR par la même occasion. Il a fait une capsule donc sur le féminisme québécois spécifiquement. C'est pour ça que vous avez deux liens vidéo cette semaine au lieu d'un. Je me suis dit que ça vous donnerait un break de ma grosse face, puis ça changerait un petit peu la formule. Surtout qu'il y a une invitée aussi qui est pertinente dans cette histoire-là. Donc ça peut vous ouvrir d'autres horizons, ça varie un petit peu les plaisirs aussi par la même occasion. Donc, je vous rappelle par la même occasion que la semaine passée, on avait vu vraiment donc les origines, l'installation de ce mouvement féministe-là. Oui, on a vu qu'il y a des femmes fortes, des femmes de caractère depuis le début, depuis toujours. Il y en a eu et il y en aura toujours, c'est certain. Mais le mouvement féministe lui-même donc est assez récent dans l'histoire, là, moins de 200 ans. Encore à ce jour. Et vous allez voir aujourd'hui, là, encore une fois, je continue mon parcours dans la société française parce que c'est celle que je vous avais dit là, qui était la plus structurée pour vous la présenter. Mais c'est vraiment très, très, très contemporain. En fait, cette session, ce cours-ci et le cours prochain là, sur la diversité sexuelle, c'est difficile pour moi en tant qu'historien. Théoriquement, les historiens se passent sur les choses qui sont passées dans le passé. Et là, on revient vraiment jusqu'à nos jours, très, très, très actuellement, particulièrement la semaine prochaine. Donc, je l'ai abordé de la même façon, avec une approche historique quand même, mais ce sont des choses qui sont très, 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 très proches de nous. Vous allez voir les droits que les femmes dans notre société à nous, évidemment, là, ont acquises. Ça fait moins de 40-50 ans là, pour certains de ces droits-là, donc c'est assez intense. C'est moins que la vie d'une personne, donc probablement que vos parents ont vécu ces moments-là. Donc, sans plus tarder, fin de la mise en situation, je plonge dans mon prédit comme à l'habitude. J'ai été tanné de vous mettre des fonds d'écran toujours dramatiques ou historiques. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus artistique, donc je trouvais que j'ai marqué Libération de la femme dans Google Images et ça m'a sorti ça. Je trouvais ça très beau, donc j'en ai profité pour vous mettre quelque chose d'un petit peu artistique à la place. Donc, vous le voyez, c'est séparé 1944 à 1970 et 70 à nos jours parce que ce sont vraiment les deux sections qui nous intéressent aujourd'hui. Je commence tout de suite donc en sortant de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous l'avais dit la semaine passée, donc à la fin, là, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 30, on avait vu donc l'apparition de ce débat sur la contraception et sur l'avortement, mais vraiment dans une optique physiologique, physique, c'est-à-dire que l'argument c'était vraiment le danger mortel pour la femme de se faire avorter dans les conditions dans lesquelles elle se faisait avorter. Là, on va voir apparaître donc au retour à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus le côté idéologique ou bien la représentation morale de ce même combat-là qui va ressurgir. Pourquoi il va ressurgir et pourquoi il va ressurgir aussi fort ce débat des femmes, la place des femmes dans la société? Eh bien, c'est parce que nous avons donc notre Fernand Grenier. J'ai pas trouvé de photo de lui quand il était jeune malheureusement, mais Fernand Grenier donc est un député. Donc, il a été élu pour le gouvernement provisoire en France en 1944. Juste pour que vous vous placiez, là, parce que là, vous dites on est en pleine guerre mondiale, comment ça se fait en deuxième guerre, comment ça se fait qu'ils ont le temps de gérer ce genre de situation-là. En 1944, les Allemands ont été sortis de la France, donc je vous rappelle le débarquement de Normandie et compagnie. Les Alliés donc ont réussi à chasser les Allemands de la France, où ils sont vraiment sur la frontière. Donc, la vie en arrière reprend un peu le rythme normal, c'est-à-dire qu'on n'est plus sous occupation des Allemands, ça redevient un gouvernement français. Et donc, M. Grenier fait partie de ce gouvernement provisoire. Évidemment, c'est provisoire parce qu'on attend la fin de la guerre pour faire des vraies élections et tout ça. Là, on est quand même en guerre assez généralisée. M. Grenier va vraiment se battre dents et ongles, c'est ça l'expression, pour que les femmes ne soient pas mises de côté cette fois-là.
Il dit c'est impossible, les femmes ont tellement fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant les deux guerres mondiales, elles ont tellement fait pour toute l'économie, pour tout le soutien dans la résistance. Hein, je vous ai donné des exemples de la résistance aussi. On ne peut plus les tasser, on ne peut plus leur demander de retourner à la maison, ça ne fait aucun sens. Et donc, il va vraiment se battre très fort auprès du gouvernement, du général de Gaulle, pour que le droit des femmes soit vraiment respecté et qu'elles soient incluses dans la société. Ça va nous emmener donc ça au 21 avril 1944. C'est une ordonnance. Hein, pour vous faire un lien à peu près, là, une ordonnance, c'est un petit peu comme une loi, mais elle n'est pas encore officielle parce qu'encore une fois, on est dans la guerre, c'est le gouvernement provisoire. Mais une ordonnance, c'est une loi en suspens, comme en attente. Mais donc, le général de Gaulle, je ne rentre pas dans l'histoire des présidents français, là, probablement vous avez vu ça dans la Deuxième Guerre mondiale déjà. Donc, il va signer cette ordonnance-là en disant les femmes ont le droit de vote et elles ont le droit d'être élues au gouvernement en tant que mairesse, députée, peu importe quel niveau politique. Elles ont le droit de se présenter et d'être élues. Donc, 1944, finalement, vous le voyez, ça c'est 80 ans en arrière, c'est vraiment pas loin. Les femmes françaises vont acquérir donc le droit de vote officiellement. Elles deviennent le droit de voter. Elles deviennent citoyennes au même titre que les hommes. C'est vraiment difficile à imaginer pour nous parce que c'est de l'acquis, là, mais c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire à l'époque. Au Québec, ça va aller, même dans les années 60, là, ça, je vous laisse le découvrir plus tard. Vous le savez probablement de toute façon avec vos cours d'histoire du secondaire. Donc, 1944, les femmes deviennent citoyennes, mais les femmes ont quand même un rôle discutable dans la société parce que pendant qu'on leur donne le droit de vote, le droit à la citoyenneté, on a une campagne publique. Hein, vous le voyez sur mes photos, c'est vraiment fait devant tout le monde. Pourquoi ces femmes sont en train de se faire raser les cheveux, pourquoi elles sont tondues comme ça? En fait, les tondus de l'occupation, c'est vraiment une façon donc de pointer du doigt des coupables. C'est-à-dire que c'est des femmes qui, par besoin, par nécessité, par besoin de survivre, de se nourrir, ou par intérêt, par émotion tout simplement, avaient décidé pendant le régime de Vichy de côtoyer des Allemands, de se mettre en couple avec des Allemands, ou à tout le moins de s'afficher avec des Allemands en public. Elles vont vraiment faire donc on n'a plus les Allemands, hein, les Allemands sont partis pendant la guerre. C'est qui qu'on peut pointer du doigt, c'est qui les coupables de l'occupation, c'est qui les humains, on est un peu petits là-dessus, là. On a toujours besoin de coupables. Eh bien, ce sont ces femmes-là qui vont faire l'objet de la remontrance populaire, là, je vais le dire comme ça pour rester poli, de la grogne, et on va vraiment donc les exhiber c'est pas une robe de chambre, c'est un petit vêtement léger avec les cheveux tondus, puis on va les mettre dans des voitures, puis on va les exhiber, on va les promener dans les rues. Donc, d'un côté, on voit ce gain au niveau politique pour les femmes, mais concrètement dans la société, là, pourquoi je vous parle de ça? Concrètement dans la société, la femme est encore dominée, encore maltraitée par les hommes et par les autres femmes aussi d'ailleurs, là, mais ça devient difficile, là, ça aurait pu être un petit débat qu'on aurait pu partir, mais est-ce que c'est le fait que ce soit des femmes ou est-ce que c'est l'occupation allemande? Est-ce que c'est un mix des deux? Évidemment, c'est complexe, mais je voulais juste vous montrer cette dichotomie là, entre le gain et la réalité sur le terrain. Mais évidemment aussi, donc à la fin de la guerre, on n'a pas juste le côté négatif, on a aussi le côté positif, c'est-à-dire que la guerre est finie, le baby boom, vous le voyez, hein, les bébés, vous connaissez ça, ce terme-là, vous l'avez déjà vu également. Eh bien, le baby boom va vraiment ramener la femme dans son rôle traditionnel, malgré le fait qu'il y a eu des demandes pour que ce ne soit pas le cas. Ça va être fait de façon insidieuse, c'est-à-dire à la fin de la Première Guerre mondiale, on dit aux femmes, la guerre est finie, merci d'avoir travaillé dans les usines, voici la porte, vous pouvez retourner chez vous. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc, on a des gens qui se battent. Les femmes obtiennent le droit de la citoyenneté à part entière. Mais on va leur dire, donc, la France, c'est vrai, la France, elle est détruite. On a énormément de monde qui sont morts pendant ce conflit-là. On a besoin de bébés. Et donc, le gouvernement en place va faire des mesures vraiment intéressantes, du genre des congés de maternité prolongés, des primes en fonction des enfants. Et ça, je vous niaise pas, ma grand-mère, je pense que je vous l'ai mentionné, là, j'ai de la famille en France, ma grand-mère, elle me l'a déjà montré. Après 5 enfants, tu recevais vraiment par la poste une médaille, c'était marqué mère de la nation, quelque chose du genre, je me souviens plus exactement, là, mais c'est vraiment le gouvernement français a envoyé une médaille après 5, après 8 et après 12 enfants
donc ça vous donne une idée des chiffres du nombre de bébés que les femmes avaient, là, pour féliciter les femmes dans l'effort de reconstruction, comme si leur effort à elles était seulement de faire des enfants. Donc, ce genre de politique-là qui se veut positive, hein, parce qu'un plus long congé de maternité, des primes si on avait des enfants et ainsi de suite, c'est des gains, ça peut sembler être positif, mais en fait c'est un moyen sous-jacent de garder les femmes dans la sphère domestique. Donc ça aussi c'est discutable, ça aussi il faut se poser, il faut rester critique, se poser des questions. Mais en soi, la réalité sur le terrain, elle a été celle-là. Le baby boom a eu lieu. D'ailleurs, on est en train de vivre la fin de cette génération-là. Nous, on a les gros problèmes du système de santé, le manque de place et compagnie, l'engorgement hein, que les gens dénoncent aujourd'hui dans le système de santé. Mais c'est parce que cette génération-là, cet immense boom démographique-là, eh bien, ils sont rendus à l'âge où ils ont besoin à cette heure des soins. Donc, on vit encore avec les conséquences de ce baby boom-là actuellement. Euh, on a dans ce contexte-là une femme qui va sortir. Elle s'appelle Simone de Beauvoir. Hein, c'est pour ça que je vous ai séparé son nom en plusieurs parties. Son nom long, donc Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, la belle mademoiselle qui est à côté, que vous pouvez voir. Personne ne l'appelle comme ça parce que c'est beaucoup trop long. En fait, Madame de Beauvoir, Simone de Beauvoir, je vais l'appeler comme ça, tout le monde l'appelle de même. Simone de Beauvoir va vraiment avoir une réaction forte face à ce baby boom-là et face à la place des femmes. Parce qu'il y a aussi dans ce temps-là un concours télévisuel qui est mis en place qui s'appelle la Fée du Logis. Je voulais vous faire une voix dramatique pour ça. La Fée du Logis, c'est quoi en fait? C'est vraiment, imaginez Miss Monde, Miss Arkansas, Miss peu importe quoi. C'est vraiment ce genre de concours-là, mais pour montrer des femmes à la maison qui sont des bonnes ménagères, des bonnes cuisinières, des bonnes mères, et qui sont cute par la même occasion, parce que c'est toujours des concours de superficialité un petit peu, malheureusement, ces affaires-là. Et on élit donc à chaque année la fée du logis en France, une femme, une mère, une tenancière de maison, je vais l'appeler comme ça parce que c'est ça, idéale, qui vraiment devrait inspirer les autres femmes à faire pareil. Et là, on a des gens qui commencent à réagir à ça. Une qui va réagir beaucoup à ça, c'est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, elle est très intéressante. Elle est née en 1908. Elle va mourir dans les années 80-86, si je me souviens bien. Elle a 82 ans. Elle est assez connue parce qu'elle est une des premières, pas une des premières, là, mais une des premières vagues de femmes instruites au niveau des études supérieures. Donc, elle a un baccalauréat en philosophie. Elle va d'ailleurs devenir prof de philosophie en 1929, si je me souviens bien, là, dans ces eaux-là. Et elle est connue aussi parce que elle est en couple avec Alfred Camus, Jean-Paul Sartre, excusez-moi, je mélange mes philosophes. Jean-Paul Sartre, que vous avez probablement abordé, si ce n'est pas déjà fait dans vos cours de philosophie, sinon vous allez probablement le voir. Donc ce sont deux philosophes là, très 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 importants du 20e siècle en France qui s'interrogent sur beaucoup de choses dans la société. Mais Simone de Beauvoir donc va s'interroger sur la place des femmes et ce concept-là de la femme maman avant tout et ménagère par la suite. Et elle va vraiment faire beaucoup de bruit, Simone de Beauvoir, parce qu'elle est écrivaine, elle est philosophe, elle a une plume acerbe, très très bien coulé là, dans ses messages. Ça passe bien, mais c'est très poignant et c'est très clair, sa prise de position. Donc elle va faire les manchettes, elle va prendre beaucoup de place sur la vie publique, ce qui va d'ailleurs lui emmener beaucoup de problèmes avec différentes personnes, mais elle va vraiment faire son coup d'éclat là, principal, c'est la rédaction et la sortie de son livre qui s'intitule Le deuxième sexe. Le deuxième sexe, évidemment, vous le devinez par vous-même, hein, ça fait référence au sexe féminin parce que c'est le deuxième sexe dans la société. Donc, on va vraiment, dans ce livre-là, Simone de Beauvoir va vraiment faire une remise en question totale de la femme. Elle va vraiment analyser à partir de la philosophie, hein, elle est prof de philo, elle va vraiment analyser la place de la femme. Et elle va dire dans ce livre-là, on ne naît pas femme. À la naissance, nous ne sommes pas femmes, on le devient.
et elle fait vraiment une analyse historique du rôle traditionnel de la femme à travers les sociétés, ce qu'on a vu en civilisation occidentale dans les sessions passées, là, dépendamment de quand est-ce que vous l'avez pris. Eh bien, Grèce antique, Antiquité romaine, Moyen-Âge et ainsi de suite, là, elle fait vraiment le découle historique et elle dit, regardez, le rôle de la femme est vraiment construit en fonction des moments du besoin, des besoins du moment. Donc, c'est vraiment, c'est pas vrai qu'on est femme. La femme, elle évolue en fonction de ce que la société lui dicte. Ce n'est pas vrai que l'on est femme. Elle va aller plus loin dans sa critique d'ailleurs. Elle va donc dire oui, l'obtention du travail, l'égalité du travail pendant la révolution industrielle, c'est une bonne chose, l'accès au travail des femmes, dont on sort aussi de la Deuxième Guerre mondiale, mais on a un problème immédiat avec l'accès au travail, c'est que oui, ça le donne le statut égalitaire à l'homme, c'est-à-dire que la femme est capable de faire un travail égal à celui de l'homme, mais sur le terrain, les salaires, les conditions de travail, l'avancement, les possibilités d'avancement ne sont pas du tout les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Elles ne rentrent pas encore là-dedans, là, c'est beaucoup plus actuel ça, mais on va parler les attouchements, je vais finir par trouver le terme que je veux vous dire, le harcèlement sexuel à caractère sexuel, là, ça c'est des termes vraiment d'aujourd'hui, mais c'est déjà tout présent dans les industries à l'époque évidemment. Elle en glisse un mot, mais c'est pas le focus de son attention. Et donc elle va dire tout ça, là, c'est encore une fois une aberration parce que on prouve que la femme est capable de faire un travail égal à l'homme, mais on lui donne pas les mêmes chances au niveau salarial, au niveau job intéressant et compagnie, de faire de l'avancement. Donc elle va dire tout ça c'est aberrant et elle va aussi détruire là, dans une troisième phase, elle va détruire donc vraiment le fait que les femmes ont mettons les relations sexuelles, c'est seulement pour procréer. Non, les femmes ont du plaisir pendant les relations sexuelles, peuvent avoir du plaisir autant que les hommes, ça dépend de comment c'est fait. Oui, il y a aussi de l'homosexualité chez les femmes, donc elle aborde le lesbianisme, elle aborde vraiment tous ces sujets qui sont considérés tabous dans la société de l'époque, mais elle va vraiment les démystifier petit à petit. Elle va même aller, son point fort, là, ce qui va vraiment choquer l'opinion publique, elle va dire l'instinct maternel. Là. Oh, l'instinct maternel, les mères savent quoi faire, l'instinct maternel. Simone de Beauvoir va dire ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est une construction. On nous inculque ça, on nous apprend ça à l'école, on nous dit que les femmes ont ça, mais c'est pas vrai, c'est une construction. Et je pense, en tant que prof, c'est difficile de dire le contraire. Là. Tout est une question d'éducation. Selon moi, une grande majorité, là, il y a les comportements, il y a les attitudes, puis il y a la personnalité des gens. Mais une très, 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 très grande partie de ce que l'on devient vient de notre éducation, que ce soit parentale ou scolaire. Donc, je suis absolument d'accord avec elle. L'instinct maternel, comme l'instinct paternel, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. C'est discutable, absolument. Donc, elle va aborder un dernier point dans ce deuxième sexe-là, c'est la question de l'avortement. Pourquoi? Ben parce qu'on a une manchette qui fait vraiment les journaux à ce moment-là. C'est Claude et Ginette Bach, Bach c'est leur nom de famille, donc qui vont avoir malheureusement laissé mourir leur fille, leur petite fille de 8 mois, parce que... en fait, je vais vous faire un portrait de la situation. Là. On est au retour donc de la guerre. Les femmes n'ont pas accès à aucun, et les hommes d'ailleurs, c'est très mal vu aussi, là, aucun accès à la contraception. C'est pas d'usage à l'époque. Et le rôle de la femme reste encore et toujours de procréer. Donc, la famille Bach ont plusieurs enfants, bac à bac, là, je m'excuse du mauvais jeu de mots avec l'anglicisme, c'était pas du tout prémédité. Cette petite fille-là, donc, ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus les moyens financiers de subvenir à ses besoins. Donc, elle va mourir de faim, c'est atroce. J'ai un petit bébé de 10 mois, puis j'ai de la misère à concevoir ça, là, à quel point ça doit être difficile en tant que parent. Mais ils n'ont plus de ressources et ils vont vraiment donc être là sur l'affiche, ça vous disait 7 ans de prison. Finalement, là, le verdict, ça va être ramené à 2 ans de prison ferme finalement parce qu'ils ont des enfants à s'occuper. Mais quand même 2 ans de prison parce que t'as pas les moyens de t'occuper de tes enfants. Au lieu de te venir en aide, on t'envoie en prison. Encore une fois, un débat éthique qu'on pourrait avoir ensemble. Mais donc, cette question de la contraception et de l'avortement
avec Simone de Beauvoir, avec le cas des bacs qui fait vraiment les journaux, hein, les manchettes, on voit vraiment ressortir cette question-là d'accès à la contraception et surtout à l'avortement qui va prendre beaucoup d'espace. Mais l'avortement, c'est trop extrémiste pour l'instant. Il n'y a personne qui veut l'accepter. Donc, on a des personnes comme Marie-André Lagroix-Well-Allé, hein, des fois on se plaint de notre nom, eh bien, ça peut être pire. Donc, elle est gynécologue, cette madame-là, et pendant le procès, en fait, elle va être appelée à la barre et elle va faire un témoignage, en fait, en disant que oui, il y a des problèmes de contraception qui entraînent donc des familles qui ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Mais surtout, on a un grave problème d'avortements illégaux, hein, je vous en ai parlé au dernier cours, qui entraîne beaucoup, beaucoup de morts, des milliers de morts de femmes par année. Et donc, elle dit, si vous voulez que les femmes, ça c'est intelligent de sa part, là, elle dit, si vous voulez que les femmes procréent et des enfants, donnez-leur la chance d'avoir accès à la contraception et à l'avortement si c'est nécessaire pour qu'elles puissent avoir des femmes en temps et lieu, que ce soit bien fait et qu'elles soient capables de s'occuper de ces enfants-là. Sinon, le fait que vous ne légalisiez pas la contraception et l'avortement, ben en fait, c'est l'État, c'est la faute de l'État que la famille Bach elle a été dans cette situation-là. Donc, évidemment, c'est un peu extrémiste, comme pour eux, là, pas pour moi. Ça ne va pas être retenu comme affirmation. Les bacs vont être condamnés malgré tout, mais vous voyez ce genre de prise de parole-là dans la société commence vraiment à faire les manchettes, commence à vraiment prendre de la place importante. Madame Lagroix, excusez-moi, je veux prononcer son nom comme il faut. Madame Lagroix va faire les manchettes aussi suite à ce procès-là parce qu'elle va être interviewée par des journalistes et elle va dire pourquoi je me suis impliquée dans ce procès-là et pourquoi je m'implique à partir de maintenant dans la cause des femmes. Et là, on est vraiment dans du féminisme explicite. Elle va dire j'ai vécu une chose en tant que gynécologue. Elle a une formation de médecin, hein, il faut être docteur pour être gynécologue. Et elle dit je suis arrivée dans des urgences et il y avait une femme qui était en souffrance atroce sur un lit d'hôpital et il y avait donc l'interne c'est quelqu'un qui est encore en train d'étudier sa médecine et qui fait un stage, hein, on va le formuler comme ça. C'est un stage et le docteur qui le surveille et je leur dis qu'est-ce qui se passe avec elle et le docteur et l'interne lui ont expliqué, ce sont deux hommes évidemment, ils ont dit on lui a fait un curetage c'est le terme médical-ish pour dire on a fait un avortement. Mais donc, le curetage, c'est un petit peu comme le principe que je vous ai raconté la semaine passée avec les objets que j'ai nommés, que je ne renommerai pas. Là. Mais c'est une grande pince avec une éponge. Il faut qu'il rentre intravaginal pour aller décrocher l'embryon, décrocher le bébé qui commence à se former. Donc, c'est vraiment quelque chose de très souffrant. Et le médecin et l'interne vont dire à Madame Lagroix, on l'a fait sans anesthésie pour apprendre à cette femme une leçon et qu'elle ne le refasse pas. Et ça, là, j'imagine que vous avez le poil qui se dresse, certains et certaines d'entre vous, c'est d'une inhumanité atroce. Faire souffrir volontairement quelqu'un, c'est impardonnable, là, surtout avec, normalement, là, quand tu fais ton serment de médecin, tu es supposé protéger, défendre la vie et t'arranger pour que tes patients souffrent le moins possible. C'est supposé être dans ton serment. Donc, ça va la révolter avec raison, Madame Lagroix, et elle va vraiment faire un très, très grand effort pour l'accès à l'avortement et à la contraception à partir de là. Et elle va vraiment prendre une attitude excessivement justifiément, de façon justifiée, féministe à partir de ce moment-là. Comment elle va faire ça? Elle va le faire donc en s'alliant à Madame Evelyne Sulero, je ne sais pas comment le prononcer, peu importe, la madame qui est donc juste ici devant vos yeux. Elles vont ensemble créer donc une association de femmes qui s'appelle la Maternité Heureuse. La Maternité Heureuse, c'est ce qui va devenir sur l'image en dessous, là, le planning familial. Ça va changer de nom parce qu'une fois que le gouvernement s'est rendu compte que c'est une bonne idée, ils vont le reprendre puis ils vont changer le nom. Mais ces deux femmes-là vont faire vraiment un coup de génie en créant la maternité heureuse. Quelle belle formulation. En fait, hein, ça fait un titre positif, agréable. Ça attire pas le regard du gouvernement, évidemment. C'est pas clinique de contraception. Là, il aurait été dans le trouble.
Mais la maternité heureuse, ça semble positif pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait, c'est qu'ils disent à l'époque, la contraception et l'avortement sont illégaux, on n'en fait pas, on n'a pas le droit. Mais l'éducation sexuelle du couple est permis. Donc, à la maternité heureuse, ce qui se passait, c'est que les couples, monsieur et madame, prenaient rendez-vous pour venir prendre de l'information. Comment ça fonctionne, la sexualité, c'est quoi le principe du cycle de la femme, là, les menstruations, quand est-ce que tu es féconde avant ou après, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, la maternité heureuse sert à éduquer la population française sur les relations sexuelles. C'est parfait, c'est génial. Ça, c'est le cover. Évidemment, vous vous en doutez avec la façon dont je le présente depuis tout à l'heure. Ce qui se passe en arrière des portes fermées, c'est que les deux femmes vont commencer à distribuer des contraceptifs. Donc, le condom masculin n'est pas encore très à la mode à l'époque. Ce qu'elles distribuent majoritairement, ce sont des condoms féminins. Donc, c'est un petit peu le même principe. Là, j'imagine que vous êtes assez vieux, que vous connaissez ça. Moi, j'ai vraiment pas de tabou avec ça. Si ça vous êtes pas à l'aise, c'est vous qui décidez là, de faire pause ou de skipper, mais je parle de condom, je vois pas en quoi c'est stressant. Mais bon, chacun son niveau de tolérance. Donc le condom féminin, ça ressemble à un condom masculin, c'est juste moins long dépendamment du besoin du monsieur. C'est vraiment c'est une espèce de rond en caoutchouc avec un contenant en latex ou en caoutchouc qui vient avec. Il faut l'insérer intravaginal et vraiment le but donc c'est d'avoir une relation sexuelle tout ce qu'il y a de plus standard, mais au lieu que le sperme donc puisse se rendre, les spermatozoïdes puissent se rendre aux ovules, eh bien ça bloque, c'est une barrière tout simplement, c'est un condom. Donc ça permet à la femme de contrôler un petit peu comme ça ses cycles de fertilité. Et par la suite, ça vient d'Angleterre, hein, donc ils font venir ça de façon illicite, c'est vraiment des rebelles. Ils font venir des condoms féminins de façon illégale depuis l'Angleterre. Et ils commencent à entendre parler, je vous en parle pas des États-Unis, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ils commencent à entendre parler et ils vont finir par les faire venir. Il y a une nouvelle pilule assez magique qui a été inventée aux États-Unis qui permet vraiment là, de contrer donc vraiment au niveau chimique la conception des bébés pendant donc la pilule contraceptive, là, on s'entend là-dessus. Et ils vont donc faire venir les premières pilules contraceptives et donc à porte close, elles vont distribuer ce genre de contraception-là. Le but vraiment donc c'est d'éviter les grossesses involontaires, c'est d'éviter les avortements dangereux et illégaux comme il se le faisait que je vous ai présenté. Et aussi, et là on voit vraiment un changement, donc là on est rendu hein, dans les années 60, quasiment en 70, on voit vraiment un changement dans les mentalités. C'est vraiment une façon pour la femme de prendre contrôle de son corps et de sa vie. Et ça, je le souligne en ce moment, c'est important, changement de mentalité, prise de possession du corps et prise de possession de sa propre vie. Donc la femme devient maîtresse de sa vie et de son corps. Donc elle décide si et quand elle veut devenir mère et dans quelles conditions elle veut le faire. Et là, on a vraiment donc un début de changement. On est passé du côté purement pratique, on veut pas que des femmes meurent avec les avortements illégaux, on veut le côté moral, hein, le côté idéologique, on veut avoir le contrôle sur nos vies et décider, vu qu'on a les moyens technologiques de le faire, on veut décider qu'est-ce qui arrive, quand est-ce qui arrive, dans la mesure du possible, évidemment. Donc, tout ça, c'est quand même vraiment intéressant. Chose que j'ai oublié de vous mentionner, hein, la maternité heureuse va être créée le 8 mars 1956. Donc, le 8 mars, hein, je pense que c'est récurrent pour les femmes d'une certaine façon. C'est quand même dans l'air du temps tout ça parce que nous avons également Lucien Neuwirth qui est francisé par De Wirth, je sais pas pourquoi. Neuwirth, De Wirth, en tout cas, peu importe. Monsieur Lucien qui est ici, le beau bonhomme avec les grandes oreilles comme le prince Charles. Je m'excuse, qu'est-ce qu'il fait Monsieur Neuwirth, donc pourquoi je vous le présente, c'est que contre son parti, il est contre ses collègues politiciens dans son propre parti et contre certains autres partis dans l'Assemblée nationale. En 1967, il va faire passer une loi, il va se battre seul et contre tous. Non, pas vrai, parce qu'il y a du monde qui le supporte, sinon la loi ne serait pas passée. Là. J'essaye de rendre ça dramatique. Mais il va faire passer une loi, donc 1967, droit attention, là, pas à l'avortement, pas encore, mais à la contraception. Donc les femmes ont le droit d'utiliser la contraception. Les hommes aussi, par la même occasion, je le mentionne,
mentionne, hein, c'est dans ces années-là que l'utilisation du condom, du préservatif en français, va commencer vraiment à faire son apparition de façon plus généralisée. On est aussi hein, dans les années hippies, les années 60. On a le libertinage hippie qui vient avec et la propagation des maladies vénériennes. Donc, c'est pas pour rien aussi que les contraceptifs commencent à être plus à l'ordre du jour et être plus acceptés parce qu'on essaye au niveau médical de contrer certaines maladies, pas seulement dans la question de procréation à ce moment-là. Donc, une belle avancée. C'est aussi dans ces années-là, là, donc on est vraiment rendu au tournant des années 70. Je vous fais une liste d'épiceries parce que je veux vous les mentionner, là, je ne veux pas vous passer à côté. 1965, droit d'ouvrir un compte bancaire à son propre nom pour les femmes, droit de travailler sans autorisation de leur mari. 1968, grosse révolution française pour les droits civiques qui va nous emmener donc à 1970. Ça, c'est la suite 1970 de mai 68. Je vous en ai déjà parlé dans les mouvements ouvriers de mai 68. 1970, partage de la responsabilité familiale. Donc, le fait de s'occuper des enfants, le fait de s'occuper de la famille n'est pas seulement la responsabilité de la femme, mais bien la responsabilité des deux conjoints. 1970, ça fait 50 ans la gang, ça fait vraiment pas longtemps qu'on a cette prise de conscience-là. Les années 70 vont vraiment être un tournant, un jalon immense pour le droit des femmes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va se passer excessivement de choses. Je vous l'ai dit, en 1944, les femmes ont le droit d'être... en fait, elles obtiennent la citoyenneté, elles ont le droit de devenir politiciennes et elles vont le devenir. Il y a beaucoup de femmes qui vont s'intéresser à la politique et qui vont se faire élire par la même occasion. Et donc, 1945, ça prend quand même un certain temps, là, un petit peu plus de 20 ans. Mais dans les années 70, on est rendu avec pas mal de femmes en politique et des femmes qui peuvent donc influencer et faire changer les choses pour le droit des femmes dans la société. Et c'est vraiment dans les années 70 que les batailles les plus importantes vont être gagnées. Première bataille qui a lieu, c'est vraiment donc le mouvement de libération des femmes, le MLF. Je vous montre sur la photo en bas, là, regardez la banderole, là. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au mois d'août 1970, il y a quelques centaines de femmes, c'est vraiment pas un gros rassemblement, c'est quelques centaines de femmes seulement, qui vont aller sur les Champs-Élysées à Paris. Si vous n'êtes jamais allé, essayez d'y aller, c'est quand même assez beau. Les Champs-Élysées, donc, qui mènent de l'Arc de Triomphe jusque, si on le continue, là, entre autres, le musée du Louvre et ainsi de suite. Elles vont donc faire une manifestation là, ça crée quand même, c'est une place très centralisée à Paris, ça crée de la visibilité. Et elles vont se promener avec des gerbes de fleurs, et quand les journalistes vont arriver, ils vont leur dire « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? » Ils vont dire « Ben, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, parce que l'arc de triomphe, excusez-moi, il y a des noms de soldats qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, l'arc de triomphe, c'est le triomphe de la guerre. Donc, il y a des soldats inconnus de différentes guerres, pas juste la deuxième, mais il y a des soldats. Et les femmes vont dire, il y a plus inconnus que les soldats inconnus, ce sont leurs femmes. Les femmes sont encore, malgré le fait qu'elles sont devenues citoyennes, sont vraiment de la deuxième zone, je vais l'expliquer comme ça. Et il faut que ça change. Et ce sont ces quelques... Il y a eu des arrestations, ça va clasher un peu avec la police, évidemment, dans ces situations-là. Mais c'est ce groupuscule, hein, je vais l'appeler comme ça, parce que quelques centaines de femmes dans un pays au complet, c'est un groupuscule, elles vont vraiment déclencher quelque chose de grand, c'est-à-dire qu'elles vont être, par la suite, hein, après ce coup d'éclat-là, elles vont se réunir donc dans ce MLF, le mouvement de libération des femmes, et ça va devenir un mouvement d'envergure nationale. C'est des milliers et des millions de femmes qui vont participer au MLF à travers les années qui vont suivre. Je vous présente la première tête d'affiche, donc Madame Christine Delphy. J'en profite, hein, je vous ai montré quelques livres la semaine passée. Je vous présente deux livres de Madame Delphy. Elle est quand même importante, Christine Delphy. Hein, c'est une sociologue qui est allée étudier aux États-Unis. Elle a été présente et active pendant le mouvement de libération des Afro-Américains de Martin Luther King et des autres qu'on a vus par le passé. Et elle est aussi présente pendant la création du Women's League aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, là, je vais vous en parler un petit peu plus tard des États-Unis à la fin. Là, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Je vous présente donc deux livres de Christine Delphy. Hein, c'est une académique, c'est une intellectuelle. Elle a écrit pas mal, mais je trouvais que j'ai choisi deux ouvrages qui représentaient bien les sujets de notre session. Donc, je ne suis pas féministe, mais
Vous savez, hein, je ne suis pas raciste, mais ce que ça veut dire, ce mais-là, ça a une forte connotation. Donc, l'abécédaire de Christine Delphi sur le féminisme en soi, qu'est-ce que c'est que le mouvement et le combat féministe. Et l'autre, si vous êtes un petit peu plus dans les théories, là, je sais que certains d'entre vous, ça vous intéresse. Donc, l'ennemi principal économie politique du patriarcat. Donc, c'est vraiment une analyse de l'économie de notre société, hein, l'économie capitaliste qui est patriarcale par la même occasion. Je pense pas que je vous ai montré de grandes industrielles femmes pendant les années 1800. Il y en a par la suite qui vont apparaître, là, mais c'est indéniable. On est dans du patriarcat encore aujourd'hui, là, même si c'est beaucoup mieux mais il y a encore beaucoup de progrès à faire pour pas être dans une société patriarcale et être dans une société égalitaire, attention, ou équitable. On devrait dire plus équitable. Je pourrais avoir je pense que je vous en ai parlé avec une caricature de ça, là, la différence entre équité et égalité. Mais bref, donc c'est vraiment c'est des ouvrages un petit peu plus intellectuels. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment libre à vous de ce côté-là. Donc, ce qui est intéressant avec Madame Delphi, c'est qu'elle va être une des premières figures, une des premières têtes d'affiche. En fait, elle va être élue la porte-parole du MLF. Mais le MLF, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais de chef. Elle n'est pas chef, elle est porte-parole. C'est un petit peu comme l'AC pendant les grèves de 2012. Je fais référence à l'AC parce que j'étais à l'université en 2012. J'ai étudié avec Gabriel. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur avec les grèves des profs en ce moment aussi. Je trouve que c'est une continuité. Il n'y avait pas de chef à l'AC, il y avait des représentants étudiants. Eh bien, c'est le même principe. Et souvent, ce fait que ce soit des représentants, donc Mme Delphi en est un pour le MLF, eh bien, ça présente une organisation qui est beaucoup plus démocratique qu'un chef de parti politique, par exemple, que là, c'est lui qui... Legault a fait cette référence-là. Hein. J'ai entendu, j'écoute pas les nouvelles parce que j'y ai accès pareil autrement, là. Mais il disait, je suis pas là pour me faire aimer, il faut prendre les décisions, c'est moi qui prends les décisions puis je les assume. Ben, ça, c'est un chef de parti. C'est un monsieur qui a besoin d'attention et de pouvoir, si je me permets une opinion personnelle, et qui ensuite donne les ordres en dessous. Un porte-parole va prendre ce que les militants, les militantes disent et va transmettre le message aux médias et aux organisations, au gouvernement avec qui ils font affaire, peu importe. Donc, c'est vraiment une organisation, une attitude, une façon de faire beaucoup plus démocratique à ce niveau-là. L'autre force du MLF, et ça c'est la grosse force du mouvement féministe, c'est que il n'y a pas une revendication officielle. Nous, on veut ça. Le MLF et le féminisme vont énormément évoluer. Donc, avec le droit de vote pour commencer, l'accès à la citoyenneté qui est finalement acquis, le débat sur l'avortement et la contraception. Donc, en fonction des combats, en fonction de la réalité du moment, le MLF va vraiment évoluer son discours, évoluer ses méthodes de combat en fonction des nécessités pour représenter vraiment, pour continuer à faire avancer la cause. Parce que si le but c'est on veut le droit de vote, ben en 1944, le combat féministe, théoriquement, là, je fais des guillemets puis je caricature, vous le comprenez évidemment, là, 1944, fin du mouvement féministe, ils ont eu la citoyenneté, ils ont eu le droit de vote. Mais non, la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Je vais même venir jusqu'à nos jours à la fin du cours pour vous expliquer à quel point ça évolue. Donc, on a avec ça donc différents trucs qui se présentent. Je vous l'ai dit, c'est un mouvement de masse, hein, c'est ce que je voulais vous représenter ici et je voulais surtout vous représenter donc l'apparition des mains en triangle qui représentent le pouvoir féministe, un petit peu comme le point levé représentait le pouvoir du Black Panthers. On a vraiment l'apparition d'un hymne des femmes, ça aussi j'y reviendrai à la fin du cours. Et on a aussi, ce qui est intéressant en parallèle, donc évidemment, excusez-moi, je vais finir ma parenthèse, là, les mains en triangle, ça représente évidemment le vagin, hein, le pouvoir féminin fait un lien avec la caractéristique physique du féminin, c'est-à-dire le vagin. C'est vraiment, c'est une façon de se représenter, une façon de se rallier à un mouvement, c'est tout simplement ça, mais on va vraiment beaucoup le voir dans les médias et dans les manifestations. C'est quelque chose qui est un petit peu abandonné de nos jours, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu au Québec, mais en France, ça a quelque chose qui était ce signe-là a quand même été très fort pendant un certain temps. Ça représentait vraiment le mouvement du MLF.
Il va y avoir un autre mouvement en parallèle qui va venir se greffer au MLF dans les années 70. Je voulais vous le mentionner. Elle s'appelle elle-même, j'ai pas trouvé de photo représentative, là, je m'en excuse. Elle se nomme elle-même les Gouines Rouges. Les Gouines, donc, c'est des lesbiennes, hein, des homosexuelles femmes. Rouge, ça fait référence donc au communisme, évidemment. Ce sont des femmes qui, dans cette société-là, hein, le MLF est en train de mener combat. Le combat, il n'est pas du tout gagné, il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Les Gouines Rouges vont vraiment faire des protestations, des manifestations de lesbianisme affiché. Là, calmez votre imagination. Là. Non, elles ne font pas des orgies dans les rues. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris pour acquis que messieurs avaient plus d'imagination que les femmes là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, stéréotype sexuel. Donc, elles s'embrassent dans les rues, elles se tiennent par la main, c'est quand même candide, mais elles démontrent officiellement sur la place publique que oui, l'homosexualité féminin, ça existe, et elles vont lier à ça hein, les Gouines Rouges, elles sont pas juste lesbiennes, elles sont aussi un aspect vraiment politique de revendication des droits de la femme au niveau politique à ce niveau-là, dont la reconnaissance du lesbianisme, et elles vont se greffer au mouvement du MLF. Donc, vous le voyez, ce mouvement féministe-là, dans les années 70, va vraiment énormément grandir et prendre de l'importance. Évidemment, il y a des gains qui viennent avec ça. Mais avant ça, oui, excusez-moi, je passais tout droit de Madame Antoinette Fouque. Madame Antoinette Fouque va créer le cercle de réflexion, je vais l'appeler comme ça, Psy-Épo, donc vous faites la déduction, hein, psychologie et politique. En fait, Madame Fouque va vraiment avoir un sujet d'étude spécifique dans ce centre d'études-là. C'est un centre universitaire de recherche, là. C'est le désir sexuel féminin. Donc vous le voyez là, vraiment une ouverture au niveau des différents aspects de la femme. La liberté sexuelle, hein, là, je m'excuse des termes, là, mais l'utilisation de prostituées et tout ça, ça a toujours été acquis pour les hommes dans la société. Eh bien là, les femmes vont commencer à se faire des ouvrages, à sortir des articles, à sortir des livres sur le désir féminin. C'est quoi le désir féminin? Pour elles, évidemment, hein, ça évolue avec le temps et en fonction des gens. Mais c'est quoi le désir féminin? Non, c'est pas vrai que la femme n'a pas de plaisir avec les relations sexuelles, qu'il peut y avoir utilisation de prostitution par les femmes aussi, ça se peut. Les femmes ont le droit d'avoir ce genre de désir-là aussi. Donc, c'est vraiment, là, vous le voyez, un changement drastique des mentalités dans ces années 70. Et vraiment, donc, qu'est-ce que ça va nous emmener? Ça va nous emmener à un coup d'éclat magistral en 1971, si je me souviens bien. Il y a donc Simone de Beauvoir que je vous ai présenté tout à l'heure et une bonne quantité de membres du MLF qui vont sortir dans le journal Le Nouvel Observateur un manifeste, hein, comme le manifeste du Parti communiste, comme des manifestes, il y en a eu plusieurs. Là. Le manifeste s'intitule « Je me suis fait avorter » et ça, c'est vraiment un statut au niveau, le fait de statuer ça au niveau social, c'est très grave à l'époque, malheureusement. Et regardez, donc 343 Françaises qui vont signer ça. Je vous amène à droite, là, en dessous de là où il y a du texte écrit, là. Donc, tout ont le courage de braver la loi qui punit de 6 mois à 3 ans de prison l'avortement et sa propagande. Donc, même pas le fait de se faire avorter, le fait de parler de propagande et de dire que l'avortement, de parler de propagande, de parler d'avortement et de parler que l'avortement devrait être légalisé, eh bien, juste ça, ce sont évidemment, là, c'est 6 mois quand tu fais juste en parler et c'est plus long quand t'en fais, là, mais ce sont des motifs pour enfermer les femmes à l'époque. C'est quand même ahurissant. Puis là, on est rendu en 1971. Encore une fois, c'est 50 ans de différence avec nous, là. C'est vraiment pas loin. Mais on a des gens d'envergure. Simone de Beauvoir, elle est très connue dans la société française. Elle a écrit d'autres livres aussi, hein, pas juste Le Deuxième Sexe, qui lui donne une prestance, hein, une visibilité publique qu'ils ne peuvent pas l'enfermer sur ce principe-là. Mais ça va vraiment, ce manifeste-là va vraiment être le coup de départ. Oui, on a le MLF, oui, on a des manifestations de grande envergure déjà, mais le manifeste « Je me suis fait avorter », ça va vraiment être un coup d'envoi de mouvements massifs, de mouvements gigantesques de la part des femmes françaises pour dire oui, on s'est fait avorter et oui, on veut maintenant que ce soit fait de façon légale et surtout sécuritaire parce que, évidemment,
On se bat pour nous-mêmes, mais généralement on se bat aussi pour nos enfants, pour que nos filles ne vivent pas les mêmes choses. Donc ça, vous le savez aujourd'hui, l'avortement est légalisé au Québec, à tout de moins, pas partout dans le monde, mais quand même. Donc, un gros morceau, en ce moment je suis pas très subtil, le manifeste Je me suis fait avorter dans le mouvement féminin, féministe devrais-je dire, c'est quand même très important à ce moment-là. Et en répercussion à ça, donc en novembre 1971, la même année, pour la première fois depuis 1936, depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une manifestation, et là vous le voyez sur la première banderole en avant, contraception, avortement et contrôle des naissances. C'est vraiment le gros morceau que les femmes vont défendre. Et ce que je trouve très intéressant, parce que le mouvement féministe, souvent, les femmes vont exclure les hommes de ça au début et c'est tout à fait logique. Je vous en ai parlé la semaine passée avec le journal qui employait juste des femmes, là, avec la fronde. Mais regardez sur cette image la quantité d'hommes qui sont dans la manifestation, hein, à différents plans, hein, au premier, au deuxième et au troisième. Il y a beaucoup d'hommes. Je vous l'ai dit, c'est dans l'air du temps. Oui, les femmes se battent et oui, c'est les femmes qui doivent mener ce combat-là, mais il faut pas, je vais vous parler de ce que c'est les alliés, hein, avec la diversité sexuelle la semaine prochaine. Eh bien, il faut pas oublier que les femmes ont des alliés chez les hommes. Les hommes sont pas tous fermés d'esprit, sont pas tous idiots, malgré ce qu'on peut penser à l'adolescence des fois. Il y a aussi des gens qui sont conscients et je vous ai présenté d'ailleurs plusieurs politiciens qui ont fait avancer la cause des femmes. Donc c'est vraiment un changement là, dans les mentalités. C'est pas juste les femmes qui changent de mentalité, mais les hommes aussi. Et là, on a vraiment des manifestations de grande envergure partout à travers la France. Évidemment, principalement à Paris, qui est la capitale, mais les grandes villes françaises sont vraiment, voient un soulèvement féministe ou pour le droit des femmes, si on n'est pas forcément féministe, assez généralisé à ce moment-là. On a plusieurs coups d'éclat également qui vont venir appuyer, hein, ce mouvement-là. Donc, je vous présente Gisèle Halimi, c'est l'avocate, hein, donc celle qui a la petite bavette blanche. Je sais pas pourquoi les avocats s'habillent comme ça, probablement pour aller luncher plus vite. Je m'excuse de tourner en dérision les avocats. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse à cette profession dans la vie, je niaise un petit peu, surtout en général dans la vie, donc je le fais aussi là-dessus. Gisèle Halimi, excusez-moi, elle est quand même assez importante dans cette effervescence-là des années 70, parce que je fais des liens avec des autres cours, hein, j'ai fait le lien avec le mouvement des Afro-Américains. Eh bien, Madame Halimi est en Algérie, pendant la guerre d'indépendance d'Algérie. Elle va défendre les membres du FLN, donc les Algériens, contre le gouvernement et contre les policiers, les militaires français, en dénonçant les viols qui ont été faits par les Français sur la population civile algérienne et tout ça. Donc, elle est déjà connue des autorités, elle est déjà prise en grippe par les autorités, mais à la fin donc de ce conflit d'Algérie, elle va revenir en France et là, elle va se mêler des affaires féministes en créant en fait une sous-branche, une branche connexe au MLF, qui va s'appeler Choisir. Choisir quoi? C'est choisir la maternité ou pas. C'est vraiment ça, le choix. Et elle va se mettre à défendre des femmes de façon vraiment récurrente. L'exemple de ça, donc, c'est la jeune femme qui était à côté d'elle. C'est vraiment un petit peu comme Rosa Parks dans le mouvement des Afro-Américains. Il y a eu d'autres femmes avant Rosa Parks qui ont refusé de laisser sa place, mais le timing, là, je m'excuse, c'est pas cool pour les autres d'avant, là, mais le timing était pas bon. Fait que oui, ils ont été emprisonnés, puis oui, on les a oubliés. Rosa Parks, il y a eu l'occasion de faire un coup d'éclat médiatique et juridique. Ben, c'est ça qui va se passer avec Gisèle Halimi. Cette femme-là, donc, cette jeune femme-là s'est fait avorter avec l'aide de sa mère de façon totalement illégale. Elle va se faire pogner, elle va se faire arrêter, et oui, on est encore dans les années 70 et elle se fait arrêter. La loi, elle est encore active. Et donc, elle est passible jusqu'à 3 ans de prison, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et Halimi donc va choisir de défendre cette jeune femme-là et elle va remporter le combat parce que c'est une avocate chevronnée et féroce. Encore une fois, hein, je l'ai dit la semaine passée, mais tous ces noms-là, tapez-les dans Google, vous allez avoir pas mal d'informations. Là, je fais vraiment juste un survol à cause du temps. Mais elle va donc, Gisèle Halimi va réussir à la faire disculper. Et pourquoi c'est important, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que c'est toujours le même principe.
À partir du moment où on a un exemple judiciaire, on a le principe d'un précédent. Donc, jusque-là, on ne pouvait pas dire acquitter cette femme-là, c'est pas de sa faute, regardez, il y en a eu d'autres avant elle. Non, là, il a fallu se battre vraiment fort. Mais les autres femmes après elle qui vont se faire arrêter pour avortement, elles vont dire ouais, mais regardez le cas de Madame Halimi qu'elle a défendu. La personne a été disculpée, donc sur les mêmes principes, sur les mêmes raisons, je devrais aussi être disculpé. Et ça fonctionne. C'est le même principe avec des tickets, avec des affaires de même. Dans certaines circonstances, là, je ne parle pas de crimes graves, évidemment, mais ça crée un précédent et c'est très, très, très important. Là, je suis pas rentré, je viens de me rendre compte en vous jasant que je suis pas rentré dans le débat éthique de l'avortement. C'est quelque chose que j'aurais probablement abordé avec vous en classe. Je ne veux pas le faire là, c'est un petit peu plate devant la caméra, mais parce qu'encore aujourd'hui, on a des groupes qui vont, en faisant mes recherches, je suis tombé sur une image. Bizarrement, c'est un vieux politicien, je pense que c'est du Nouveau-Brunswick, qui son slogan de campagne, là, il voulait faire changer la loi sur l'avortement, justement, là, et il disait les femmes qui tombent enceintes suite à un viol ou à de l'inceste. De l'inceste, c'est des relations sexuelles à l'intérieur de la même famille. Donc souvent, l'inceste vient avec le viol, malheureusement. En tout cas, je rentre pas là-dedans, c'est assez triste personnellement. Les femmes donc qui tombent enceintes par viol ou par inceste ne devraient pas avoir droit de se faire avorter, sauf s'il y a un danger pour leur vie. Prenez un instant, là. C'est quelque chose, là. On est en 2021, là, et pourtant, 2020, j'imagine, sa campagne, là. Et pourtant, c'est ça qu'il disait pour vrai, là. Je l'ai pas inventé pantoute, là. Fait que c'est grave, là. Vous voyez que c'est vraiment pas des choses qui sont acquises. Donc, ce débat-là éthique, est-ce que l'avortement c'est bien, est-ce que l'avortement c'est mal, quand est-ce que le fœtus est la version religieuse, c'est un humain, c'est une créature de Dieu, il faut pas le tuer. L'autre version un petit peu plus athée qui me rejoint plus, c'est à quel moment le bébé est considéré comme un être vivant. Donc, est-ce que c'est éthique de l'avorter? Est-ce que c'est pas éthique? Est-ce qu'on tue un être humain? Est-ce qu'on est pour la peine de mort? Parce que si on tue un fœtus, on a le droit aussi de tuer des adultes, hein, parce que tuer un bébé, si c'est un humain, c'est pas pire que de tuer un adulte qui est un humain aussi. Donc, je vous lance des pistes de réflexion, évidemment. Hein, des fois, l'école, ça sert à ça aussi, réfléchir. En tout cas, j'espère, c'est ça le but. C'est ça mon but. Donc, plein de pistes de réflexion, je n'embarque pas là-dessus, mais vous le voyez, là, il y a vraiment des éléments comme ça, des coups d'éclat, des choses qui vont faire vraiment que les gens vont se mettre à réfléchir à d'autres niveaux, hein, parce qu'il faut se rendre là pour être capable de voir l'étape d'après. Donc, on voit vraiment dans les années 70 le côté moral, le côté éthique qui prend possession aussi, qui prend part au débat public par la même occasion. Après Madame Halimi, je fais un petit bond dans les années, là, 1975, on a Simone Veil, vous le voyez, j'ai pas pris cette photo-là pour rien, elle est avec les ministres, hein, c'est une ministre, donc la ministre de la Condition féminine dans le gouvernement de Giscard d'Estaing, le 17 janvier 1975, regardez cette Madame Simone Veil, vous l'aimez, parce que ce qu'elle va faire va avoir des répercussions chez nous aussi. 1975, contraception et avortement sont légaux. Donc la contraception, c'était déjà fait, je vous l'ai dit. Mais 1975, donc sur l'affiche, c'était marqué dans les années 20, les hommes choisissent. 1974, les femmes choisissent. Parce qu'en 1974, il y a vraiment un gros mouvement du MLF pour la légalisation de l'avortement. Et c'est pour ça que Simone Veil va s'arranger. Je vous l'ai dit, l'accès à la politique, c'était le premier pas parce que ça permet de faire ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça que c'est l'année suivante, là, 75, avortement légal en France. Le Québec, on est souvent influencé par la France, donc ça va avoir des répercussions ici et ça va avoir des répercussions dans le monde occidental en général. C'est dans l'air du temps, encore une fois, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois ça. Je vous donne un cas spécifique parce qu'à un moment donné, sinon ça fait beaucoup trop d'informations. Mais c'est dans l'air du temps en Angleterre, aux États-Unis, tout ça. Ça se fait aussi là, dans ces années-là. Des fois plus vite, des fois moins vite, là, mais c'est quelque chose qui est présent. Je voulais pas encore une fois rentrer dans tous les détails parce qu'il y a énormément de choses à dire partout, mais je voulais faire juste un portrait général, hein, comme je vous disais dans vos travaux de session,
parlez-moi vraiment de votre sujet, puis ensuite, si vous voulez découler jusqu'à nos jours, vous pouvez le faire. En histoire, on se penche plus sur le passé, donc j'essaye de pas trop rentrer jusqu'à nos jours, mais je peux pas ne pas le faire, là, c'est le combat féministe est bien trop d'actualité pour ça. Donc, je voulais faire, en fait, vous présenter rapidement, hein, des années là, je suis en 75 jusqu'à nos jours, très très succinctement le combat féministe. Je le résume en quelques phrases seulement, c'est bien plus complexe que ça, évidemment. Donc, première étape, c'est le sexisme ordinaire, la violence et le sexisme ordinaire. J'adore les caricatures, je commence avec ça. Alors, la miss, tu galères avec l'imprimante un peu, mais pas bien douée, hein, dit. Heureusement que t'es belle. Ça, c'est du sexisme ordinaire à son plus haut. Je vous présente également la deuxième image que j'ai mis en haut. Regardez comment c'est anodin, mais comment ça parle beaucoup. Le petit garçon, hein, c'est des enfants de 2-3 ans, ça à peu près. Le petit garçon, doctor in training, donc entraînement à devenir docteur, et la fille, entraînement à devenir infirmière. Pourquoi pourquoi la femme ne peut pas devenir docteur. On en a des docteurs. J'ai une opération dans le dos, c'est une femme et je me suis jamais aussi bien porté de ma vie, sauf avant que j'avais mon problème. Mais je veux dire, les compétences, c'est indéniable de nos jours, là, surtout en 2021 au Québec. Là, c'est indéniable que les femmes sont capables de faire aussi bien que les hommes. Mais non, ce sexisme-là reste présent. Vous l'avez vu, hein, je vous l'ai présenté. Le combat des femmes, c'est très, très, très récent. Donc, c'est comme inculqué dans les mentalités. C'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est à vous de travailler. C'est dans l'éducation des enfants, encore une fois, que c'est à travailler. Donc, hein, on a aussi des garçons qui sont infirmières et qui font une très bonne job. On a des femmes médecins qui font une très bonne job. Donc, ça amène à mon affiche, à ma pancarte que j'ai trouvée d'une manifestation que j'aimais bien. Donc, c'est juste une blague. Non, avec le middle finger pour rester poli. C'est pas juste une blague, ça a des conséquences. Là, encore une fois, un autre débat. Hein. Le politically correct, elle est où la limite à se dire les choses de différentes façons. Hein. C'est pas un nain, c'est une personne de petite taille. C'est pas un attardé, c'est un handicapé mental. C'est quoi le politically correct? Elle est où la limite? Est-ce qu'on fait juste changer les mots pour parler de la même affaire, mais ça change-tu vraiment quelque chose sur la perception, sur ce que les gens pensent réellement en arrière? C'est un beau débat que j'aurais voulu avoir avec vous une fois de plus, mais je ne l'aurai pas tout seul non plus. Donc, je vous lance des pistes de réflexion, encore une fois, tout simplement. Mais le féminisme, donc, j'avais vu, hein, dans des documentaires, j'aime beaucoup les documentaires je vous avais dit, j'avais plongé dans le féminisme pas mal pour préparer mes cours. Il y avait une interview dans les années 80-90 d'une jeune fille qui disait « Ah, moi, le MLF, ça me purge, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça chiant, elles sont fatigantes. Le MLF qui fait en sorte qu'elle a le droit d'aller à l'école, elle a le droit d'avoir le métier à peu près qu'elle veut, elle a le droit de se faire avorter, d'avoir la pilule contraceptive et ainsi de suite. » Fait cette perte de conscience-là, à une génération d'intervalle, hein, c'est pas loin dans le temps, fait en sorte que c'est très 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 difficile pour le mouvement féministe de garder les acquis et pour tous les autres aussi. Là, on en reparlera la semaine prochaine d'ailleurs. Donc, le sexisme ordinaire, le sexisme de tous les jours, il faut faire attention. Et ça, il y a juste vous qui pouvez contrôler votre bouche, il n'y a personne d'autre. Un autre, l'actualité vraiment, hein, donc c'est le MeToo. J'ai choisi cette photo-là parce que je suis sûr que les journalistes américains s'en sont pris à cœur joie. Regardez le fond d'écran, la vitrine en arrière. Donc le côté, on a survécu à des viols et l'hypersexualisation des femmes dans les boutiques érotiques en arrière. J'ai pris cette image-là volontairement pour vous faire réagir et pour vous faire réfléchir. Hein, ce double rôle-là, les femmes sont souvent mises en valeur à travers la sexualisation de leur corps, à travers la beauté très éphémère du corps au lieu de miser sur l'intelligence et sur le caractère. Et autant les hommes misent là-dessus, hein, le stéréotype de la jeune femme perpétuelle, le manque de pilosité, hein, qui fait un petit peu pédophile par la même occasion, là. Donc se raser les aisselles, se raser l'épaule du pubis et ainsi de suite. Donc cette sexualisation, cette image de la femme, que les femmes aussi embarquent. Hein. Beaucoup de femmes cherchent la reconnaissance ou l'attention à travers ce côté-là. Pas toutes, là, choquez-vous pas, c'est pas ça le but. Il y a des femmes très intelligentes et il y a des femmes qui marquent par leur esprit et leur caractère, c'est certain. Mais dans le sens que c'est qui le coupable? Y a-t-il un coupable? Comment on peut faire? La photo, je trouvais qu'elle ramenait cette complexité de la question en rapport. J'embarque sur le MeToo. Vous le connaissez, le MeToo, là, c'est vraiment très, très, très d'actualité. Donc, moi aussi, hein, en français, le hashtag « je me suis fait violer », j'ai été victime d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel.
moi aussi. Donc c'était une façon de dénoncer. On a eu vraiment là au début au milieu de la pandémie de l'année passée, ce mouvement-là qui a touché très fortement le mouvement artistique québécois avec une vague de dénonciation très 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 justifiée. Là, je ne remets pas du tout ça en compte. Là. Il faut faire ce genre de nettoyage, entre parenthèses, social qu'il y a. Le problème, encore une fois, piste de réflexion, je suis là-dedans aujourd'hui beaucoup, hein. Est-ce que le fait de condamner quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça en fait directement une victime, il n'y a pas le temps de se défendre, il n'y a pas le temps de s'expliquer. Je prends l'exemple, parce que c'est un ami historien qui m'avait donné ça, les sorcières de Salem. Vous connaissez peut-être pas l'histoire, là, mais les sorcières, Salem, c'est une ville aux États-Unis, et il y a des femmes qui ont été accusées de sorcellerie là-bas, et le village s'est soulevé en disant c'est des sorcières, ils les ont tuées. C'est un petit peu le même principe que Paranorman, le film d'animation, j'adore les films d'animation. C'est un petit peu le même principe, là, la jeune fille c'est une sorcière, ils l'ont condamnée. C'est inspiré beaucoup de l'histoire de Salem. Eh bien, il n'y a pas eu de juge, il n'y a pas eu de jury, il n'y a pas eu de débat public, elles n'ont pas pu s'expliquer. Elles ont été condamnées par l'opinion publique et elles ont été exécutées. Le MeToo sur les réseaux sociaux, je ne dis pas que c'est mauvais MeToo, pas un seul instant, mais le MeToo sur les réseaux sociaux versus le processus judiciaire qui donne une chance à tout le monde de s'expliquer. Est-ce que ça a juste des points positifs? Je ne pense pas. Je m'explique comme ça, je suis moi-même musicien, je me promène pas mal et les contextes de soirée, ça peut venir flou pour tout le monde et là je suis pas en train d'excuser pantoute les attouchements ou les agressions sexuelles, pas un seul instant, jamais de ma vie, mais ça peut être à quiproquo, pour l'avoir vu et observé, là, ça peut être à quiproquo de certaines situations et ensuite le lendemain ou plusieurs temps après, des vengeances, des ci, des ça. Je regardais des statistiques, là, il y a quand même une preuve statistique qui a été faite dans des recherches. Il y a quelque chose comme 12 à 18% des accusations de viol qui sont fausses, qui sont infondées. Encore une fois, il reste 82% de justifiés. Il faut le faire, je dis pas du tout le contraire. Mais, encore une fois, esprit critique, réflexion, est-ce que le fait de garrocher des noms sur la place publique, c'est une solution pour régler un problème sociétaire? J'ai des réticences à ça. Bref, c'est mon opinion personnelle. Le MeToo, c'est vraiment la continuité de ce mouvement féministe-là. On peut pas passer à côté, il faut, le combat est encore à mener. Les femmes sont encore dans bien des domaines d'emploi en retard au niveau salaire, au niveau avancement et tout ça, sont en retard face aux hommes. J'avais vu je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, mais j'avais trouvé un tableau il y a quelques années. J'enseignais dans une école juste de filles cette année-là. Et j'avais trouvé des tableaux qui montraient en fait que oui, c'est vrai que at large, là, les femmes sont en retard au niveau salarial, au niveau avancement, tout ça sur le marché du travail. Mais cette étude-là sortait des métiers spécialisés où c'était l'inverse. Les femmes étaient en avance sur les hommes parce que ça prenait des qualités, des mentalités, des façons de travailler, des façons de faire qui étaient beaucoup plus typiquement féminines. Là, encore une fois, réfléchissez, gardez l'esprit critique, est-ce que ça existe, typiquement féminine. Ces milieux-là, donc pour attirer les femmes, étaient beaucoup plus concurrentiels au niveau des salaires pour les femmes versus les hommes. Donc on voit aussi qu'il y a un changement de ce côté-là. Je finis avec ma dernière diapo. Oui, je vous l'avais dit, je vais vous la mettre après, je voulais juste vérifier que j'étais rendu là. Je vous l'ai dit, je veux faire une mini parenthèse sur les États-Unis. J'ai décidé de ne pas parler des États-Unis, j'ai décidé de ne pas parler d'ailleurs dans le monde parce que, encore une fois, je vois que le temps file, je ne veux pas vous retenir trop longtemps avec le deuxième vidéo à écouter. Il y a sur Netflix le film I Am Woman. C'est Ellen Reddy qui a écrit la fille qui a écrit la chanson I Am Woman. Donc je vous ai dit, il y avait des hymnes aux femmes, des chansons, des hymnes aux femmes qui vont apparaître. Il y a la pilule de l'avortement qui vient des États-Unis, tout ça. Le film I Am Woman, c'est en fait une biographie d'Ellen Reddy. Oui, c'est beaucoup sur son personnage à elle et sur sa chanson, qui est vraiment l'hymne féministe aux États-Unis par excellence, qui est une bonne chanson par la même occasion, qui a quelque chose à dire. Ça fait du bien versus la pop actuelle.
Mais à travers donc cette biographie-là, on voit quand même les moments charnières, en tout cas les moments importants du combat féministe aux États-Unis. D'ailleurs, ce qui m'avait marqué dans ce film-là, c'est que quand il y a la demande de la légalisation de l'avortement, justement, la personne qui est la principale opposante à ça dans les médias, au gouvernement et tout ça, c'est une femme. C'est une ultra-conservatrice religieuse, mais c'est une femme qui s'oppose au mouvement féministe du droit de l'accès à l'avortement. Donc, tout ce genre de situations complexes-là, ça le fait bien ressortir. Donc, si ça vous intéresse, l'histoire aux États-Unis, allez voir ce film-là. C'est un portrait général du mouvement féministe. C'est focusé sur Madame Reddy, évidemment, mais ça vous donne quand même les jalons importants. C'est intéressant. C'est un bon divertissement par la même occasion. Donc là, je finis ça avec ça aujourd'hui. Là, c'est assez pour moi. Je vous demande, donc si vous ne l'avez pas fait avant ou vous le faites après, d'aller écouter donc la capsule. C'est une demi-heure là, sur l'histoire du féminisme au Québec. Vous allez voir, c'est une autre dynamique. Ben, c'est pas forcément une autre dynamique, ça se ressemble assez comme méthode de faire. Mais mon collègue donc a une invitée intéressante. Là. Je fais ça à l'université de temps en temps. J'invite du monde en conférence à distance comme ça. C'est pas mal plus difficile au cégep. Mais c'est très, très divertissant, c'est bien fait. Il y a des images d'archives un petit peu comme j'essaye de vous faire. Donc, allez visionner ça. Comme ça, vous aurez vraiment l'ensemble du portrait du mouvement féministe dans notre civilisation occidentale une fois de plus. Donc, je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, on aborde les mouvements pour la diversité sexuelle. Salut!